a gagné en décembre 1949. Donc, à travers l'histoire, et c'est la philosophie de l'histoire, évidemment, les facteurs s'accumulent, et puis c'est l'explosion, puis on passe à une autre phase, on est prêt, c'est parce que ces dictatures ont toujours régné par la terreur. Et dès qu'on voit que le dictateur a peur, on devient, nous, de plus en plus forts. D'ailleurs, j'ai oublié peut-être de vous dire un petit détail dans la sociologie de la Révolution. Ce n'est pas un conseil, mais peut-être ça va faire vous rire, rigoler. Le dictateur ne doit pas donner des concessions pendant la situation révolutionnaire. Il doit être ferme, jusqu'au bout. Gaddafi l'a compris, Bachar l'a compris, par exemple. Je ne suis pas l'avocat du diable, mais ce qui se passe, je vous explique techniquement, parce que tout le système est fondé sur la peur et la crainte. Et le jour où le dictateur montre des signes de faiblesse, la boule de neige de l'opposition devient de plus en plus forte. Ben Ali, quand a été fini, c'est dans son troisième discours. Le premier discours, elle a menacé le peuple. Le deuxième discours, elle a menacé le peuple. Troisième discours, elle a dit « Excusez-moi, je vous ai compris, j'ai fait des bêtises, et à vous de m'excuser, j'essaie de réparer, j'essaie de faire des réformes. » Il a eu peur dans son troisième discours. C'était le 12 janvier, 13 janvier, le 14, il a fui le pays. Parce qu'il a donné aussi l'espoir à l'autre noyau dur de la révolution et les calculateurs qui ont vu un dictateur qui a eu peur. Or, souvent, la peur, c'est au sein du peuple. Mais quand ils ont vu que la peur a changé de camp, ça les a encouragés. Donc, techniquement, selon mon modèle théorique de sociologie de la révolution, les concessions se font soit avant, soit après la situation révolutionnaire. Pas pendant la situation révolutionnaire, parce que ça affaiblit le noyau dur du système. Parce que le noyau dur du système, ses partisans vont dire « ça y est, maintenant, on ne va pas gagner ». Parce qu'eux-mêmes, ils calculent. On ne va pas gagner, donc ils lâchent au fur et à mesure. C'est le cas, par exemple, de Gaddafi. Mais par exemple, les calculateurs en Syrie, jusqu'à maintenant, surtout à Damas, la grande bourgeoisie syrienne à Damas, soutiennent toujours le régime en tant que calculateur parce qu'ils voient qu'il n'est pas en train de tomber. Merci. Vous avez parlé d'accumulation. Ça appelle une autre question. Est-ce que dans l'histoire, on a des contre-exemples? C'est-à-dire, tous ces facteurs, où la plupart se seraient accumulés, mais ça n'a pas abouti à la révolution. Ça pourrait, oui. Pour la révolution, ce sont les facteurs directs, pas les facteurs indirects. Ça pourrait s'accumuler, ça pourrait prendre d'autres formes, mais souvent, le changement radical, c'est entre ces facteurs indirects, on les appelle, lointains, et qui déclenchent la situation révolutionnaire. La situation révolutionnaire sont trois éléments en même temps qui fonctionnent. Et l'élément déterminant, c'est l'armée. Moi, j'ai dit dès le premier jour, par exemple, en Syrie, écoutez, presque c'était impossible que le régime tombe. Il me dit, mais quoi, vous défendez le régime? Mais il dit, non, moi je parle de... J'ai un modèle théorique. J'ai une armée qui a pris position en faveur du régime. Donc, comment vous voulez que cette révolution gagne? On a recruté ailleurs, on a cherché ailleurs, des djihadistes, et ceux qui financent toujours le Qatar et l'Arabie Saoudite, ça c'était notre hypocrisie, c'était notre contradiction. Les dictatures, comment financent des révolutions? Pourquoi faire? Merci. Monsieur, vous pouvez venir jusqu'ici? Si vous arrivez à aller assez là-bas. Je vous remercie beaucoup pour tout le détail de l'explication de cette émission. Dans un pays, je n'ai pas entendu de parler, l'Iran, qui a quand même une grande influence sur le Proche-Orient et sur la région autour. Je n'ai rien entendu de votre propos. Qu'est-ce que vous pensez? L'Iran, c'est une puissance. Proche-Orient, avec Syrie, avec... L'Iran. Oui. Ah, Proche-Orient. Alors, je n'ai pas bien entendu la question. Qu'est-ce qu'il y a au Proche-Orient? Le pays Iran même. L'Iran. L'Europe de l'Iran. L'Europe de l'Iran, oui, c'est ça. Oui, c'est ça ce que je vois. Évidemment, il y a un conflit. Maintenant, on a dit deux grands pôles. Il y a la coalition classique Paris-Londres-Washington
une nouvelle Moscou et Pékin, et puis l'Inde, Brésil, Sud-Afrique, les pays de BRICS. Et évidemment, l'Iran a choisi le camp des pays de BRICS, le camp de la Russie. Et la Turquie, par contre, non. La Turquie a établi des relations avec les frères musulmans, puis c'est un parti islamiste au pouvoir proche des frères musulmans, parce que quand on dit islamiste aussi, il y a plusieurs tendances, parfois contradictoires, parfois en conflit permanent aussi. Donc, la Turquie, par exemple pour le cas syrien, est anti-régime, l'Iran aide le régime. Moscou aide le régime, Washington contre le régime, ainsi de suite. Et ça renforce mon analyse, c'est que le monde arabe n'est plus en dynamisme interne. Parce que la révolution, c'est une boîte noire fermée, mais exposée à des interventions étrangères massives de tous les côtés. Pas uniquement de Washington, de Londres et de Paris. Non, c'est de l'autre côté, de la Syrie, de la Chine, de l'Iran, de la Turquie, les puissances régionales. Monsieur ? Bonsoir, j'ai une question. Si à la lumière si on parle ce qu'on appelle des architectes de la Révolution mondiale, si je cite à leur tête Henry Kissinger, et je vous envoie ses mémoires, donc lui il a dit par exemple qu'il y a une roadmap, ce qu'on appelle donc carte de route, en ce qui concerne le Proche-Orient. Alors, quel est, à la lumière de ce que vous avez cité, quel est le rôle des Américains? Je parle de la Maison-Blanche, parce que je cite Henry Kissinger, vous savez qui c'est. Donc, il a dit, par exemple, pour que Jérusalem tombe, il faut passer tôt ou tard, même quitte à une centaine d'années, attendre une centaine d'années, passer par Bagdad. C'est ce que les Américains ils ont déjà fait. Et je peux vous confirmer son pédantisme incongru, que la justice finit toujours par culbuter l'iniquité. Donc, ceci dit, quel est le rôle des Américains dans le roadmap de la révolution arabo-musulmane? Vu que vous avez cité tout à l'heure qu'il y a plusieurs pays qui s'intéressent au monde arabe en créant leur mass média arabe. Merci. Merci, je pense. Vous avez assisté à toute la conférence parce que j'ai parlé bien. Furtivement, oui. Voilà, parce que j'ai parlé bien du rôle américain, parce que finalement, il faut être sincère aussi, rectifier un concept. Je peux relever une deuxième remarque. Vous avez cité que, si je me rappelle très bien, si j'étais un petit peu attentif, vous me corrigez si je commets une erreur, vous avez dit que si l'armée, qui est la clé dans une révolution, s'il ne penche pas vers le peuple, la révolution ne peut pas réussir. Vous avez déjà dit ça? Oui, c'est le thème théorique. Je vous dis un contre-exemple. Si vous auscultez microscopiquement la révolution iranienne, vous allez comprendre que malgré la résistance de l'armée, les Iraniens ils ont fait leur révolution avec Khomeini. Et vous pouvez me donner des... Oui, bien sûr. Merci. On a bien travaillé la révolution iranienne. Je vous réponds d'abord pour la première question. C'est vrai quand on dit Occident, l'Occident a fait dans le monde arabe, l'Occident a plein effet, c'est trop. Hein? La plupart, peut-être ici, on est Suisse, mais la Suisse, on n'est pas impliqué dans ce qui se passe dans le monde arabe, ni la Belgique, ni la Suède, ni le Danemark, ni d'autres. Donc c'est fort de dire Occident. Personnellement, je n'utilise pas, je dis toujours Washington, parce que je sais que Washington a les moyens, les plans, l'histoire, les archives, les alliés. Mais les autres, à la limite, Londres qui suit Washington, Paris, une fois avec, une fois contre, mais par exemple, la plupart des pays européens sont loin de ce qui se passe dans le monde arabe, ils ne sont pas impliqués. Ils étaient par contre. Ouais. Bon, à l'ONU, au Conseil de sécurité, par solidarité de l'Union européenne, etc., oui, non, mais il ne finance pas, il ne s'implique pas directement. Mais Washington a les moyens. Donc, qu'est-ce qu'il veut Washington? Y a-t-il, par exemple, une nouvelle carte géopolitique pour le monde arabe? Bernard Lewis, ceux qui connaissent Bernard Lewis, un grand politologue, islamologue américain, aujourd'hui on ne dit plus orientaliste, on dit islamologue. Bernard Lewis, par exemple, a une carte. La carte, l'Arabie sunnite, le Hijaz. L'Arabie saoudite, par exemple, est divisée en 3 États. L'Arabie sunnite de Hijaz, l'Arabie wahhabite de Najd
et l'Arabie chiite en haut, à la zone orientale. Il a sa carte. Avec les déclenchements des événements en Libye, dans un lieu occidental, on a commencé de parler de l'ancienne Libye. Cette Libye, elle est artificielle. Ce n'est pas ça la Libye. La Libye se compose en fait de 3 États. La Tripolitaine, la Cyrénaïque et Fazan. Avant unifier de ce pays. En Syrie aussi, pourquoi pas, on peut faire 2-3 États. État alawite, et ainsi de suite. État kurde, État sunnite, le grand État kurde. En Irak, actuellement, on a 2 régions différentes. Un État kurde, un État sunnite et un État chiite. Donc cette intervention étrangère n'était pas uniquement pour la démocratie, mais pour une nouvelle carte politique. Pour la révolution iranienne, puisqu'on a bien travaillé la révolution iranienne, Kotzman, un grand politologue américain, a analysé la révolution américaine en utilisant ses modèles théoriques, Charles Tilly, Tedesco Inspector Creasy, Sidney, Thoreau, etc. C'est une école anglo-saxonne en sciences politiques spécialisée dans la révolution. Par exemple, il explique que c'est vrai, les services de sécurité forts de Shah, de Savak, l'armée était loyale, mais pas jusqu'à la dernière minute. On va voir. Et le pays prospère, économiquement parlant, il a l'argent, il a le fric, c'était après 1973, le trésor donc ne manque pas, mais il explique ça par le dynamisme interne de la révolution. Est tellement fort, la boule de neige, le dynamisme des révolutionnaires est tellement fort que de notre côté, ils n'ont pas pu résister. Mais l'armée, par exemple, les généraux iraniens n'ont pas maté la révolution. Les dernières semaines, ils ont rentré chez eux, les derniers jours, ils ont rentré chez eux, ne sont pas intervenus. Ils n'ont pas, même les chiffres, ils n'ont pas massacré, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas fait un bain de sang, parce que c'est une armée aussi impériale. Il y a une différence entre l'armée impériale et l'armée républicaine. L'armée républicaine est très attachée à la République, l'armée impériale est attachée à l'empereur. L'empereur a fui le pays, comme Ben Ali a quitté le pays, tout tombe. Or, l'armée républicaine est toujours un groupe d'officiers qui dirigent cette armée. En Algérie, ceux qui ont arrêté le processus électoral, c'est 180 officiers. On dirait en Égypte, c'est Sisi, non, c'est pas Sisi, c'est l'establishment, c'est une institution. Et c'est ça la différence entre l'armée républicaine et l'armée impériale. Le Shah avait une armée impériale. À certains moments donnés, il a voulu quitter le pays. Alors, ces généraux vont défendre qui? Personne. Donc, le système est tombé, mais avec un dynamisme interne très, très, très fort. Et... excusez-moi. Je vous donne la parole, mais donc il y a monsieur qui avait demandé la parole. Par la suite, il y a monsieur. Et puis après, je vous donne à vous et à vous. Puis dans 5 minutes, je donne la parole à notre chef pour son allocution. Merci, monsieur, pour votre éclaircissement de cet état qu'on voit tous les jours. Et cette subdivision du monde arabe. Moi, je pense qu'en Tunisie, par exemple, on ne trouve pas 2 qui marchent dans le même couloir. Et c'est triste. Je ne sais pas comment ça va évoluer. Comment vous le voyez, vous? Est-ce que vous êtes optimiste? Parce que moi, je suis optimiste, je suis pessimiste. J'ai mélangé les deux. J'ai sorti le mot motachel. Vous allez le trouver. Oui, je lis le roman. Merci. Oui, c'est vrai pour le cas tunisien, à la différence du cas libyen. Je suis très pessimiste, vous trouvez ça dans mes vidéos, des analyses à France 24, en français, ou en arabe, ou même en anglais. Pour le cas libyen, je suis très pessimiste, parce que le pays vraiment n'est pas prêt. Aujourd'hui, c'est la guerre civile en Libye. À la limite, le partage de la Libye en 3 États, ou peut-être plus. La Tunisie, c'est un espoir pour la démocratie dans le monde arabe. C'est un espoir, c'est vrai, parce qu'il y a des élites rationnelles. Je pense que le mouvement islamiste tunisien aussi, très différent du reste des mouvements islamistes dans le monde arabe. Peut-être ces élites ont vécu en Grande-Bretagne, etc., notamment Rachid Ghannouchi. Et il y a une tradition pacifique dans le pays. La violence
confessionnelle n'existe pas. Aussi, il y a une harmonie ethnique confessionnelle. Les Tunisiens, majorité écrasante, sont des Arabes, même berbères, arabisés, mais l'essentiel, majorité écrasante des Arabes. On ne parle pas des Kurdes, on ne parle pas des Kabyles comme le cas algérien. Et musulmans. Il n'y a pas des chrétiens comme le cas des pays du Moyen-Orient. Et sunnites. Il n'y a même pas clivage chiite-sunnite. Et malékites. Donc plusieurs éléments qui montrent que la Tunisie pourrait vraiment être prête à une démocratie totale. Et dernièrement, les élites politiques tunisiennes, ils ont réussi à avoir un compromis. Parce que la démocratie, c'est toujours le compromis. D'ailleurs, moi, j'ai proposé partout sur les antennes tunisiennes le modèle suisse. Écoutez, on ne va pas être déchiré à vie. Faisons comme la Suisse. En 1959, on dit on arrête. La formule magique, comme alternative à nos disputes, parce que l'économie sera paralysée, parce qu'on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, on va souffrir, parce que le pouvoir attire tout le monde et le conflit est devenu fort, atroce, on flirte avec la guerre civile. Donc, la formule magique, on gouverne ensemble, gauche et droite, depuis 1959, ça a bien fonctionné en Suisse. Pourquoi ne fonctionne pas en Tunisie? De toute façon, aucun parti seul ne peut faire son miracle économique et social en Tunisie. Je pense que le rationalisme existe bel et bien en Tunisie, le système éducatif est assez bien, et l'harmonie de la population, parce que comme je vous ai dit, on est tous arabes, musulmans, sunnites, malékites, etc. Là, ça va beaucoup aider. Et il y a une tradition de l'État aussi en Tunisie. N'oublions pas la première constitution tunisienne, c'est depuis 1861, Ahad el-Aman. Depuis le XIXe siècle, on a parlé d'une constitution. Le Parlement depuis le XXe siècle. Les élections, s'ils n'étaient pas toujours en fraude. Personnellement, à 14 ans, je vote dans le lycée. J'ai voté à l'université, les consciences scientifiques, au syndicat, et c'était des votations justes. Donc, il y a cette tradition. Mais on vient à un pays comme la Libye qui n'a jamais vécu cette tradition. D'un coup, voilà, on veut une démocratie de vous, on élimine un régime et on veut instaurer la démocratie. Là, les États, c'est une guerre civile et le pays sombre quotidiennement dans cette guerre civile qu'on ne sait pas comment on va la freiner et la stopper. Monsieur. Madame, donc je vous donne la parole, puis après à monsieur. Moi j'ai une question. Vous pouvez mettre la voix. J'ai une question en fait. Est-ce que, donc, avec tout ce que reportage, votre discours, enfin, j'ai essayé de, parce qu'il y a du bruit, le son il n'est pas net et tout. Ma question c'est, la révolution est une bonne chose ou vous la critiquez, vous me dites quoi là? J'ai rien compris. Enfin, j'ai essayé, hein, mon cerveau il a stressé. Nous, en sciences politiques, c'est pas notre rôle de juger bon ou mauvais. C'est chercher les enjeux, les causes, les effets, comprendre ce qui se passe. Mais évidemment, la révolution, ça exprime en plan psychologique un malaise total. Ça veut dire on a ras-le-bol, on ne peut plus continuer. C'est une rupture épistémologique à travers l'histoire. Et toutes les sociétés humaines ont connu des révolutions. Partout. Africaines, asiatiques, arabes, européennes, partout. Toutes les sociétés humaines ont connu le phénomène révolutionnaire quand il y a eu un dysfonctionnement du système. C'est tout. Mon rôle, c'est d'analyser ces mécanismes, de comprendre les enjeux, d'essayer de poser des questions avec vous aussi. Je n'ai pas toutes les réponses, évidemment, et c'est ça mon rôle. Mais bonne ou mauvaise, après peut-être dans 2-3 siècles, on va voir. Les historiens ils vont écrire notre histoire, est-ce que ça a été bien ou non de faire ces révolutions? Dernière question à monsieur qui l'a donné, puis après on passe à... J'ai, monsieur, 2 questions à vous poser. Bon, votre conférence était très bien, mais sociologiquement. Mais en ce qui concerne le dynamisme interne, vous n'avez pas dit le rôle de l'islam dans ces événements, c'est-à-dire événements surtout d'Égypte et aussi de Tunisie. Et en ce qui concerne, c'est-à-dire le changement, le cours de révolution, il y a surtout la question d'Israël, parce que ça concerne directement Israël,
peut-être intervention d'Israël à travers Américains et aussi occidentaux, ça change aussi un peu le cours de la révolution. Ça, c'est deux questions. Merci. Merci à vous. Donc, pour la première question, non, les révolutions tunisiennes ou yéménites ou égyptiennes ne sont pas des révolutions islamistes. On est clair. Le rôle de l'islam comme dynamisme interne, c'était quel est le rôle de l'islam dans ces événements? On est tous des musulmans. Je ne veux pas que... On est tous... Attendez. Je vous ai parlé des mouvements sociaux. Pour qu'on soit clair et objectif et scientifique même. Ce ne sont pas les mouvements islamistes qui ont déclenché le printemps arabe et la révolution en Tunisie ou en Égypte. Ce sont tout d'abord les mouvements sociaux. Ça ne veut pas dire que leur jeunesse n'a pas participé, mais je dis le noyau dur, c'est venu des mouvements sociaux, qui ne sont pas même des partis politiques. Les partis islamistes, les frères musulmans en Égypte ou en Tunisie, ils ont gagné les élections. C'est vrai, parce qu'ils ont une institution, etc. Je m'excuse, monsieur, vous avez mal compris, c'est-à-dire, ce n'est pas ma question sur les mouvements islamistes, mais l'islam comme idée, c'est-à-dire, est-ce qu'il avait un rôle sur les changements, c'est-à-dire dans ces pays ou non? C'est ça que je Non. Comme j'ai dit, islam, tout le monde est musulman. Dans ce cas-là, c'était des révolutions. Par exemple, le slogan principal de la révolution tunisienne, Shol, Hariya, Karama Watani. Travail, liberté, dignité nationale. À mon avis, c'est un slogan universel qui n'est pas loin du slogan de la révolution française du 14 juillet 1789. Je le répète, la même chose en Égypte. Shol, Hariya, Karama Watani. Parce que le problème